Leçon numéro 7 des droits et libertés fondamentaux. Dans les 2 premières leçons, nous avons vu le droit à la vie. Nous allons maintenant voir les sources du droit à la vie. La principale source que nous allons mentionner est l'article 2 de la CEDH. L'article 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales consacre le droit à la vie. Cet article consacre un droit fondamental à la vie en imposant à l'État une protection stricte et en prohibant toute privation intentionnelle de la vie. La clause historique relative à la peine capitale étant désormais sans effet du fait de son abolition totale en Europe. Et il précise que seul un recours absolument nécessaire et strictement proportionné à la force mortelle peut être admis pour protéger une personne contre une violence illégale, procéder à une arrestation régulière, ou empêcher une évasion, ou réprimer une émeute, ou une insurrection conformément à la loi. Je vais maintenant vous lire l'article 2 de la CEDH. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal, au cas où le délit est puni de cette peine par la loi. La mort n'est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d'un recours à la force, rendu absolument nécessaire. Il s'agit pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale, pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l'évasion d'une personne régulièrement détenue ou pour réprimer conformément à la loi une émeute ou une insurrection. Passons maintenant à l'article 223-13 du Code pénal. Le sujet est ici la provocation au suicide. L'article 223-13 du Code pénal incrimine la provocation au suicide lorsque celle-ci conduit à un passage à l'acte ou une tentative. Cet article prévoit une peine principale de 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende, portée à 5 ans et 75 000 € lorsque la victime est âgée de moins de 15 ans. Cet article autorise en outre l'application d'une peine complémentaire d'interdiction d'exercer une activité de prestataire de formation professionnelle continue pendant 5 ans. Je vais maintenant lire l'article 223-13 du Code pénal. Le fait de provoquer au suicide d'autrui est puni de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende lorsque la provocation a été suivie du suicide ou d'une tentative de suicide. Les peines sont portées à 5 ans d'emprisonnement et à 75 000 € d'amende lorsque la victime de l'infraction définie à l'alinéa précédent est un mineur de 15 ans. Les personnes physiques ou morales coupables du délit prévu à la présente section encourent également la peine complémentaire suivante: interdiction de l'activité de prestataire de formation professionnelle continue, pour une durée de 5 ans. Passons maintenant à l'article 223-6 du Code pénal. Il s'agit de la non-assistance à personne en danger. L'article 223-6 du Code pénal réprime l'abstention volontaire d'une personne qui, pouvant sans risque pour elle-même ou pour des tiers empêcher immédiatement un crime ou un délit portant atteinte à l'intégrité corporelle ou porter assistance à une personne en péril, soit par son action, soit en sollicitant des secours, s'abstient de le faire. Et cet article prévoit 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende, qui sont rapportés à 7 ans et 100 000 € lorsque la victime a moins de 15 ans. Je vais maintenant vous lire l'article 223-6 du Code pénal. Quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime, soit un délit contre l'intégrité corporelle de la personne, s'abstient volontairement de le faire, est puni de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. Sera puni des mêmes peines quiconque s'abstient volontairement de porter à une personne en péril l'assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours.
Les peines sont portées à 7 ans d'emprisonnement et 100 000 € d'amende lorsque le crime ou le délit contre l'intégrité corporelle de la personne mentionnée au premier alinéa est commis sur un mineur de 15 ans, ou lorsque la personne en péril mentionnée au deuxième alinéa est un mineur de 15 ans. Passons maintenant à l'article 16 du Code civil. Il s'agit de la primauté de la personne et de la dignité humaine. L'article 16 du Code civil pose comme principe de valeur supérieure la primauté de la personne humaine. Cet article interdit toute atteinte à sa dignité et impose le respect juridique de l'être humain dès le commencement de sa vie. Cet article fonde alors le principe d'indisponibilité du corps humain, le corps humain ne pouvant jamais être vendu, échangé ou instrumentalisé, car il n'appartient pas au commerce juridique. Le commencement de la vie est protégé dès la conception, sur le plan bioéthique et civil, mais la personnalité juridique ne commence qu'à la naissance, lorsque l'enfant naît vivant et viable, ce qui permet de concilier ce principe avec la garantie constitutionnelle du droit à l'IVG depuis le 8 mars 2024. Il faut noter que la personnalité juridique de l'embryon est parfois reconnue quand il y va de l'intérêt supérieur de l'enfant à naître. Passons maintenant à l'article 66-1 de la Constitution qui concerne l'abolition de la peine de mort. L'article 66-1 de la Constitution consacre constitutionnellement l'abolition totale et définitive de la peine de mort en France, en interdisant toute condamnation capitale. Cet article consacre alors le droit à la vie comme principe constitutionnel absolu, c'est-à-dire que l'État ne peut jamais ôter la vie volontairement d'une personne par la sanction pénale. Passons maintenant à l'article L 1110-5 du Code de la santé publique. Là, nous allons entrer dans la saga des articles qui concernent la fin de la vie. C'est très important de suivre les étapes de chaque article, qu'est-ce qu'ils ont consacré, quelles sont les lois qui sont liées à ces articles. Et donc nous commençons par cet article L 1110-5 du Code de la santé publique. Il s'agit du droit à une fin de vie digne. Issu de la loi Kouchner de 2002 sur les droits des patients et renforcé par la loi Claeys-Leonetti de 2016 sur la fin de vie, l'article L 1110-5 du Code de la santé publique consacre le droit pour toute personne d'accéder à une fin de vie digne et soulagée, les professionnels de santé devant garantir ce droit par l'accès aux soins palliatifs et à la prise en charge de la douleur. L'article L 1110-5 du Code de la santé publique, c'est donc le droit pour les patients d'accéder à des soins palliatifs. Deuxième étape de la saga sur la fin de vie, il s'agit de l'article 1110-5-1 du Code de la santé publique. L'article 1110-5-1 du Code de la santé publique, c'est le refus de l'obstination déraisonnable et l'arrêt possible des traitements. Issu de la loi Leonetti de 2005 sur la fin de vie, réaffirmée par la loi Claeys-Leonetti de 2016, cet article 1110-5-1 prohibe l'obstination déraisonnable, ou qu'on l'appelle aussi l'acharnement thérapeutique, en permettant de suspendre ou de ne pas entreprendre des traitements devenus inutiles, disproportionnés ou uniquement destinés à maintenir artificiellement la vie, y compris la nutrition et l'hydratation artificielle, tout en garantissant la dignité du patient et la poursuite des soins palliatifs. Passons maintenant à l'article 1110-5 et vous l'avez compris, -2 du Code de la santé publique. Il s'agit maintenant de la sédation profonde et continue. L'article 1110-5-2 est introduit par la loi Claeys-Leonetti de 2016 sur la fin de vie.
Cet article permet, à la demande du patient ou dans les cas où il ne peut plus exprimer sa volonté, la mise en œuvre d'une sédation profonde et continue, associée à une analgésie et à l'arrêt des traitements de maintien de vie. Qu'est-ce que c'est que l'analgésie? C'est un terme médical qui constitue en la diminution, la suppression de la sensibilité à la douleur dans un but thérapeutique. Il s'agit donc de soulager la douleur. En ce qui concerne les conditions pour accéder à la mise en œuvre d'une sédation profonde et continue et à l'arrêt des traitements de maintien de vie, il faut qu'il y ait une affection grave et incurable entraînant une souffrance réfractaire ou qu'une décision d'arrêt de traitement par le patient ou prise par l'équipe médicale dans le cadre du refus de l'obstination déraisonnable, lorsque le patient notamment ne peut plus exprimer sa volonté, engage le pronostic vital à court terme. Donc je vais répéter, il faut une affection grave et incurable qui entraîne une souffrance réfractaire. Ou alors, il faut qu'il y ait une décision d'arrêt de traitement par le patient. Mais si le patient ne peut pas prendre cette décision d'arrêt de traitement, il faut que cette décision soit prise par une équipe médicale, dans le cadre du refus de l'obstination déraisonnable. On le rappelle qu'il s'agit de l'article 1110-5-1. Donc, cette décision, elle doit déterminer le fait que le pronostic vital du patient est engagé à court terme. Autrement dit, le patient est en fin de vie. Cette décision exige une procédure collégiale et une traçabilité dans le dossier médical. Cette décision est critiquée puisqu'elle ne permet qu'à des personnes en fin de vie ou ayant une maladie incurable d'accéder à une sédation profonde et continue, mais elle ne permet pas à des patients qui seraient consentants d'accéder à un accompagnement à la fin de vie. Enfin, nous passons à l'article R 4127-38 du Code de la santé publique. Cet article est à la base de tous les autres, finalement, puisque c'est l'accompagnement du mourant et l'interdiction de provoquer la mort. L'article R 4127-38 du Code de la santé publique est issu du Code de déontologie médicale. Ce code de déontologie médicale, provenant d'un décret de 1995, fait donc découler cet article qui impose au médecin d'accompagner le patient en fin de vie, en préservant sa dignité et en assurant les soins d'apaisement, tout en réconfortant l'entourage. Cela consacre donc l'obligation déontologique d'assistance jusqu'au décès et l'interdiction absolue de provoquer délibérément la mort. Vous l'avez compris, il s'agit de l'euthanasie active qui est formellement interdite par cet article. En effet, l'euthanasie passive et l'euthanasie active sont deux concepts qui sont distincts dans le domaine de la fin de vie. L'euthanasie passive consiste en une omission, c'est-à-dire qu'on arrête, qu'on s'abstient de traitements médicaux qui visent à prolonger la vie, comme l'interruption de la nutrition ou de l'hydratation artificielle, ou le débranchement de dispositifs de survie. La mort est donc une conséquence indirecte de l'arrêt des soins. En France, cette forme d'euthanasie est autorisée. Il s'agit de l'article 1110-5-1 concernant le refus de l'obstination déraisonnable et l'arrêt des traitements. Mais il s'agit également de l'article 1110-5-2 avec la possibilité d'une sédation profonde et continue. En revanche, l'euthanasie active implique une action directe et volontaire d'un tiers, généralement un professionnel de santé, qui administre une substance létale comme une injection dans le but de provoquer la mort immédiatement. Cette pratique est considérée en droit français comme un meurtre quand il n'y a pas de préméditation,
ou comme un assassinat avec préméditation. Il y a donc une intention directe de mettre fin à la vie, alors que dans l'euthanasie passive, l'intention principale est de ne pas prolonger une souffrance inutile. Pour terminer sur les sources du droit à la vie, nous allons finir par des arrêts très importants. Nous commencerons donc par l'arrêt de la CEDH, McCann contre Royaume-Uni de 1995, relative à l'interprétation stricte de l'article 2 de la CEDH et l'exigence d'une nécessité absolue. Rendu en 1995 dans l'affaire McCann, concernant l'usage létal de la force par des agents de l'État, cet arrêt affirme que l'article 2 de la CEDH doit être interprété de manière concrète, effective et étroite. Cet arrêt affirme que le recours à la force, pouvant entraîner la mort, n'est admissible que s'il est absolument nécessaire et strictement proportionné au but de protection énoncé, et que le contrôle de la Cour s'exerce avec une vigilance renforcée sur la préparation, l'exécution et le contrôle de l'intervention étatique, pour garantir la protection effective du droit à la vie. Je vais maintenant vous lire un extrait de cet arrêt. La Cour doit guider son interprétation de l'article 2 sur le fait que l'objet et le but de la Convention, en tant qu'instrument de protection des êtres humains, appellent à comprendre et appliquer ces dispositions d'une manière qui en rende les exigences concrètes et effectives. Il faut également garder à l'esprit que l'article 2 garantit non seulement le droit à la vie, mais expose les circonstances dans lesquelles infliger la mort peut se justifier. Il se place à ce titre parmi les articles primordiaux de la Convention, auxquels aucune dérogation ne saurait être autorisée en temps de paix, en vertu de l'article 15. Combiné à l'article 3 de la Convention, l'article 15 donc, consacre l'une des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques qui forment le Conseil de l'Europe. Il faut donc en interpréter les dispositions de façon étroite. La Cour estime que les exceptions définies au paragraphe 2 montrent que l'article 2 vise certes les cas où la mort a été infligée intentionnellement, mais que ce n'est pas son unique objet. Comme le souligne la Commission, le texte de l'article 2, pris dans son ensemble, démontre que le paragraphe 2 de l'article 2 ne définit pas avant tout les situations dans lesquelles il est permis d'infliger intentionnellement la mort, mais décrit celles où il est possible d'avoir recours à la force, ce qui peut conduire à donner la mort de façon involontaire. Le recours à la force doit cependant être rendu absolument nécessaire pour atteindre l'un des objectifs mentionnés aux alinéas A, B ou C de l'article 2-2. Ou plutôt de l'alinéa 2 du paragraphe 2 de l'article 2. Donc il s'agissait des considérants numéros 146, 147 et 148. Donc ensuite, nous allons voir l'arrêt de la CEDH, Pretty contre Royaume-Uni de 2002. Cet arrêt est relatif à l'article 2 de la CEDH et sur l'absence de droit à mourir. Rendu en 2002 dans l'affaire Pretty relative à la demande d'assistance au suicide, cet arrêt affirme que l'article 2 de la CEDH protège la vie sans comporter d'aspect négatif. Cet arrêt exclut donc toute interprétation reconnaissant un droit à mourir à la vie, un droit à mourir tout court, il n'y a pas à la vie. Cet arrêt exclut toute interprétation reconnaissant un droit à mourir ou à l'autodétermination conduisant à choisir la mort. Autrement dit, il n'y a pas de reconnaissance de droit à mourir, ni au fait de décider soi-même de mourir. Autrement dit, le suicide.
Cet arrêt confirme que les États ne violent pas la CEDH en refusant de légaliser l'assistance au suicide, ce qui consacre juridiquement l'absence de droit conventionnel au suicide assisté. Je vais maintenant vous lire un extrait de l'arrêt Preti contre Royaume-Uni de 2002. Dans toutes les affaires dont elle a eu à connaître, la Cour a mis l'accent sur l'obligation pour l'État de protéger la vie. Elle n'est pas persuadée que le droit à la vie garanti par l'article 2 puisse s'interpréter comme comportant un aspect négatif. Par exemple, si dans le contexte de l'article 11 de la Convention, la liberté d'association a été jugée, impliquer non seulement un droit d'adhérer à une association, mais également le droit correspondant à ne pas être contraint à s'affilier à une association. La Cour observe qu'une certaine liberté de choix quant à l'exercice d'une liberté est inhérente à la notion de celle-ci. L'article 2 de la Convention n'est pas libellé de la même manière. Il n'a aucun rapport avec les questions concernant la qualité de la vie ou ce qu'une personne choisit de faire de sa vie, dans la mesure où ces aspects sont reconnus comme à ce point fondamentaux pour la condition humaine qu'ils requièrent une protection contre les ingérences de l'État. Ils peuvent se refléter dans les droits consacrés par la Convention ou d'autres instruments internationaux en matière de droits de l'homme. L'article 2 ne saurait, sans distorsion de langage, être interprété comme conférant un droit diamétralement opposé, à savoir un droit à mourir. Il ne saurait davantage créer un droit à l'autodétermination, en ce sens qu'il donnerait à tout individu le droit de choisir la mort plutôt que la vie. Je vous ai lu le considérant numéro 39. Pour ce qui est du considérant 41, c'est le suivant. Toutefois, même si l'on devait juger non contraire à l'article 2 de la Convention la situation prévalant dans un pays donné qui autoriserait le suicide assisté, cela ne serait d'aucun secours pour la requérante en l'espèce, où n'a pas été établie la justesse de la thèse très différente selon laquelle le Royaume-Uni méconnaîtrait ses obligations découlant de l'article 2 de la Convention s'il n'autorisait pas le suicide assisté. Pour le dire de manière plus simple, cela signifie que même si un pays autorise le suicide assisté et que ce n'est pas contraire au droit à la vie, ça ne veut pas dire que les autres pays ont l'obligation de faire la même chose. Donc au Royaume-Uni, refuser d'autoriser le suicide assisté ne viole pas l'article 2. Autrement dit, autoriser peut être conforme, mais ne pas autoriser reste également conforme. Il n'y a pas d'obligation positive d'autoriser. Passons maintenant, et nous terminerons sur cet arrêt, à l'arrêt de la CEDH Lambert et autres contre France de 2015, relatif à la fin de vie, aux obligations positives, à la distinction entre traitement et euthanasie, et la marge d'appréciation nationale. Dans cette affaire, concernant l'arrêt d'un traitement maintenant artificiellement la vie, la Cour confirme que l'article 2 impose à l'État à la fois de ne pas donner intentionnellement la mort et de protéger activement la vie. La Cour rappelle que la loi française prohibe l'euthanasie active, donc, mais autorise l'arrêt des traitements, devenus déraisonnables, donc l'euthanasie passive. La Cour distingue clairement abstention thérapeutique et acte de donner la mort, euthanasie active. La Cour reconnaît donc une marge d'appréciation aux États avec un contrôle strict de proportionnalité qui est appliqué. Je vais maintenant vous lire et vous expliquer des extraits de l'affaire Lambert et autres contre France 2015, qui est un arrêt très important à retenir. Considérant 117. La Cour rappelle que la première phrase de l'article 2, qui se place parmi les articles primordiaux de la Convention en ce qui consacre l'une des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques qui forment le Conseil de l'Europe. Ici, elle cite justement, entre parenthèses, l'arrêt McCann et autres contre le Royaume-Uni de 1995, celui dont on a parlé au tout début de l'explication des sources jurisprudentielles. Impose à l'État l'obligation non seulement de s'abstenir de donner la mort intentionnellement, entre parenthèses, obligation négative,
mais aussi de prendre les mesures nécessaires à la protection de la vie des personnes relevant de sa juridiction. Entre parenthèses, obligation positive. Considérant 119, si les requérants reconnaissent que l'arrêt de l'alimentation et de l'hydratation peut être légitime en cas d'obstination déraisonnable, et s'ils disent admettre la distinction légitime entre d'une part l'euthanasie et le suicide assisté, et d'autre part l'abstention thérapeutique, qui consiste à arrêter ou ne pas entreprendre un traitement devenu déraisonnable. Ils soutiennent pourtant à plusieurs reprises dans leurs observations que ces conditions n'étant pas, selon eux, réunies, il s'agit en l'espèce de donner volontairement la mort et font référence à la notion d'euthanasie. Dans le considérant 121, la Cour observe que la loi Leonetti n'autorise ni l'euthanasie ni le suicide assisté. Elle ne permet au médecin d'interrompre un traitement que si sa poursuite manifeste une obstination déraisonnable et selon une procédure réglementée. Dans ses observations remises au Conseil d'État, l'Académie nationale de médecine a rappelé l'interdit fondamental pour le médecin de donner délibérément la mort à autrui, qui est à la base de la relation de confiance entre le patient et le médecin. Cette interdiction figure à l'article R 4127-38 du Code de la santé publique. Entre parenthèses, c'est l'article dont on a parlé juste avant, qui dispose que le médecin n'a pas le droit de provoquer délibérément la mort. Considérant 122, lors de l'audience du 14 février 2014, le rapporteur public devant le Conseil d'État a cité les propos tenus par le ministre de la Santé au sénateur qui examinait le projet de loi dite Leonetti. Je cite: « Si le geste d'arrêter un traitement entraîne la mort, l'intention du geste n'est pas de tuer, elle est de restituer à la mort son caractère naturel et de soulager. C'est particulièrement important pour les soignants, dont le rôle n'est pas de donner la mort. » Considérant 123, dans l'affaire Glass contre Royaume-Uni de 2003, les requérants se plaignaient en invoquant l'article 2 de la Convention de l'administration de diamorphine à leur fils, sans leur consentement, par les médecins de l'hôpital où il était soigné, au risque d'entraîner son décès. La Cour a relevé que les médecins n'avaient pas l'intention délibérée de tuer l'enfant ni de hâter son décès, et a examiné les griefs des parents sous l'angle des obligations positives des autorités. Considérant 124, la Cour note que tant les requérants que le gouvernement font une distinction entre la mort infligée volontairement et l'abstention thérapeutique et souligne l'importance de cette distinction. Dans le contexte de la législation française, qui interdit de provoquer volontairement la mort et ne permet que dans certaines circonstances précises d'arrêter ou de ne pas entreprendre des traitements qui maintiennent artificiellement la vie, la Cour estime que la présente affaire ne met pas en jeu les obligations négatives de l'État au titre de l'article 2. Il n'examinera les griefs des requérants que sur le terrain des obligations positives de l'État. Considérant 145, s'agissant de la question du suicide assisté, la Cour a relevé dans le contexte de l'article 8 de la Convention qu'il n'y avait pas de consensus au sein des États membres du Conseil de l'Europe quant au droit d'un individu de décider de quelle manière et à quel moment sa vie doit prendre fin, et en a conclu que la marge d'appréciation des États dans ce domaine était considérable. Considérant 147, la Cour constate qu'il n'existe pas de consensus entre les États membres du Conseil de l'Europe pour permettre l'arrêt d'un traitement maintenant artificiellement la vie, même si une majorité d'États semble l'autoriser, bien que les modalités qui encadrent l'arrêt du traitement soient variables d'un État à l'autre. Il existe toutefois un consensus sur le rôle primordial de la volonté du patient dans la prise de décision, quel qu'en soit le mode d'expression. En conséquence, et ce sera le dernier considérant, 148, en conséquence, la Cour considère que dans ce domaine qui touche à la fin de vie, comme dans celui qui touche au début de la vie, il y a lieu d'accorder une marge d'appréciation aux États,
non seulement quant à la possibilité de permettre ou pas l'arrêt d'un traitement maintenant artificiellement la vie et à ses modalités de mise en œuvre, mais aussi quant à la façon de ménager un équilibre entre la protection du droit à la vie du patient et celle du droit au respect de sa vie privée et de son autonomie personnelle. Cette marge d'appréciation n'est toutefois pas illimitée, la Cour se réservant de contrôler le respect par l'État de ses obligations découlant de l'article 2. Nous allons maintenant expliquer ces considérants pour terminer sur cette leçon. Donc, s'agissant de l'explication de cet arrêt, en gros, la Cour dit que le droit à la vie de l'article 2 de la CDH impose deux obligations à l'État. Celle de ne pas tuer volontairement, il s'agit d'une obligation négative, et celle de protéger la vie par des mesures positives, donc une obligation positive. Dans les cas comme celui-ci, il ne s'agit pas de tuer quelqu'un, mais de décider si l'on peut arrêter un traitement médical jugé inutile ou déraisonnable. Cela relève donc des obligations positives. La loi française, donc la loi Leonetti, interdit l'euthanasie active et le suicide assisté, mais elle autorise l'arrêt des traitements lorsqu'ils n'ont plus de sens médical. La finalité n'est pas de tuer, mais de laisser la mort suivre son cours naturel et soulager le patient. C'est cette différence qui est essentielle. Donc, dans cet arrêt, en gros, les demandeurs disent que dans ce cas précis, arrêter l'alimentation revient à tuer volontairement, donc à faire de l'euthanasie. Sauf que le gouvernement et la loi Leonetti répondent que, déjà, de 1, on n'a pas le droit de provoquer la mort. De 2, on peut arrêter un traitement seulement s'il devient déraisonnable. Et de 3, l'intention n'est pas de tuer, mais de cesser un acharnement et de soulager le patient. La Cour rappelle d'ailleurs qu'elle juge selon cette distinction. Ensuite, la Cour dit, premièrement, les États ne sont pas tous d'accord sur le suicide assisté et sur l'arrêt des traitements. Deuxièmement, donc, les États ont une grande marge d'appréciation pour décider de leur loi. Troisièmement, l'important est que la volonté du patient soit prise en compte. Dernièrement, la France respecte ce cadre. La Cour laisse donc une marge nationale, mais reste prête à contrôler les abus. Pour finir sur une synthèse en une phrase, on pourrait dire que le droit à la vie ne force pas l'État à maintenir artificiellement quelqu'un en vie dans un cas d'acharnement thérapeutique, tant que la loi encadre strictement la décision et respecte la volonté du patient, et qu'il ne s'agit pas de provoquer volontairement la mort. Enfin, ce que fait la France ici, dans cet arrêt, ce n'est pas tuer, c'est arrêter un traitement devenu inutile, puisque l'intention c'est de respecter la dignité et d'éviter donc l'acharnement. La CDH accepte cela, car chaque État peut décider dans ce domaine sensible. C'était la leçon numéro 7, nous nous sommes concentrés sur les sources qui concernaient le droit à la vie. Je vous remercie.